Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Flash Formation. Simon Brien en compagnie aujourd'hui de notre invité régulier, François Tivierge. François, ça va bien? Maintenant régulier avec 2 fois. Exactement, tu vas même avoir droit à un 3e épisode. J'étais très content en fait quand tu m'as appelé. Tu fais partie de la famille, c'est pour ça. Pour ceux qui ne connaissent pas François, on rappelle, François est un instructeur avec nous Flash Formation depuis plusieurs années. Directeur du service incendie de la MRC de Montcalm. Et maintenant, félicitations pour ta nouvelle promotion, nouveau titre de lieutenant intérimaire au service incendie de Montréal. Merci beaucoup, Simon. Hein, papa, Ben oui. Directeur. Principalement papa. Oui, excellent. C'est la famille, la base. Hein? Oui, la famille d'abord. Ça faisait longtemps que je n'avais pas revêti l'uniforme de Flash. Qu'avec une deuxième invitation là, au podcast, ça me faisait plaisir de revêtir l'uniforme de super-héros là, pour parler de tactique. Ben exactement. Aujourd'hui, l'objectif du podcast, c'est de parler de gas cooling. Le gas cooling, on en a brièvement parlé dans la saison 1 avec notre ami Nicolas Beaulieu, lorsque Nico est venu nous parler des lances. Mais on a reçu beaucoup de questions de la part des auditeurs pour définir un peu plus c'était quoi le gas cooling. Donc, à la base, est-ce que tu es capable... Je sais que pour toi, c'est toujours un défi, mais tu es capable de nous expliquer grossièrement c'est quoi du gas cooling? C'est un défi pour moi de le dire en peu de mots, mais c'est pas un défi d'essayer de le vulgariser. Parce que ça, je me fais un défenseur de ça. T'es bon là-dedans, t'es excellent, c'est pour ça qu'on t'invite. Oui. Du gas cooling, extrêmement simple, une application d'eau en diffusée dans une masse de gaz, dans ce qu'on va dire de la fumée, dans le but de la refroidir et de la contracter. Donc, de prendre sa lance, de mettre sa lance en diffusée, puis d'envoyer de l'eau dans la fumée lorsqu'on est dans un incendie. En fait, si on veut être un petit peu plus spécifique, on devrait avoir un patron de 30 à 45 degrés, tout dépendant de la hauteur des plafonds. Ça va avoir un impact sur la distance de projection de nos gouttelettes, avoir un angle d'environ 45 degrés devant nous et avoir le débit le plus faible possible avec une très courte impulsion. Ce qu'on veut, c'est avoir un nuage de fines gouttelettes en suspension dans notre masse de gaz. OK. Si on vient à la base, Ouais. Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait du gas cooling? Bon, principalement, ce qui est à démystifier, parce qu'on a souvent deux choses en opposition. Le jet plein, le jet diffusé. Le cylindrique, le cylindrique, puis un patron plus ouvert. Après ça, on parle d'antiventilation, puis on parle de contrôle de la ventilation, de ventilation opérationnelle. Puis on cherche tout le temps à dire lequel est le meilleur. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gas cooling, c'est pas la meilleure des armes de l'arsenal, c'est juste une parmi tant d'autres. Parce que c'est pas une technique d'extinction, le gas cooling. Le gas cooling, c'est une technique de progression. Ça sert à sécuriser notre environnement alors qu'on progresse vers le foyer de l'incendie dans le but de le localiser, d'aller compléter, d'aller circonscrire l'incendie. Donc, je me déplace, je suis exemple dans un corridor, le feu est dans la pièce un peu plus loin, j'avance vers le foyer de l'incendie et en avançant, je vais venir refroidir, comme tu expliques, la masse de gaz au-dessus de nous autres. Oui, puis ça vient là, au milieu des années 90, il y avait une espèce de débat avec ce qui se faisait aux États-Unis versus l'Europe, puis avec les études européennes qu'il y a eu, principalement en Suède, avec des techniques qui étaient appliquées, mais là, ils me démontraient que c'était efficace pour progresser. Là, Paul Grimoire amène ça, puis après ça, Flash Formation, avec ses propres mises à feu, on démontre plein de choses. Là, ce qu'on dit, c'est quand tu progresses. Ce qu'on associait avant au bénéfice de la ventilation verticale, ce qu'on disait avant aussi, quand tu étais avec ton bonhomme qui dit « Arrose pas, là! On n'a pas encore trouvé le feu! » Mais là, il faisait de plus en plus noir. Puis là, on ne voulait pas arroser parce qu'on ne voulait pas que la chaleur redescende sur nous. On voulait conserver notre visibilité. Mais ça, le gas cooling, ça a ces avantages-là sur la ventilation verticale dans le temps. Puis ça ne vient pas faire ce que notre bonhomme ne voulait pas qu'on fasse dans le temps. Parce que ta courte application d'eau, ben, si elle est bien faite, si ton gas cooling est bien fait, d'avoir une contraction des gaz plus grande, plus importante
que la génération de vapeur. Ce qui veut dire que notre plan neutre, il devrait monter. Ce qui veut dire que notre visibilité devrait s'améliorer. Ce qui veut dire que la chaleur, que l'énergie qu'on reçoit devrait être diminuée, ce qui devrait faciliter la progression de l'équipe d'attaque à l'intérieur, améliorer les chances de survie pour les occupants, améliorer la visibilité. Toutes des choses sont associées à la ventilation verticale avant. Sauf que là, comment est-ce que je peux avoir une contraction des gaz Ouais. si j'applique de l'eau qui se transforme en vapeur? Ouais. Et qu'on le sait qu'à 100 degrés, l'eau va se transformer, on va prendre 1700 fois son volume. Ouais. Nécessairement, je vais avoir une expansion de vapeur. En fait, tu aurais raison dans certaines situations. Il faut comprendre que le gas cooling, c'est bon à certaines températures et qu'à des températures très, très, très élevées, ça pourrait être moins performant, avoir un moins haut ratio de fonctionnement parce que, ce que tu dis 1700 fois, c'est à 100 degrés. Plus la température serait élevée, plus ma gouttelette va prendre d'expansion. Le gas cooling, c'est d'avoir le meilleur ratio entre la contraction de gaz et la génération de vapeur parce qu'on vient faire une application d'eau avec des fines gouttelettes, celle qui est comme une brune qui... Tu sais, quand on arrose avec notre jet, puis il y a une espèce de petite brune qui redescend. Ouais. Mais avec le même nombre de gallons, si je l'ai mis dans une courte application d'eau en diffusée, on a un meilleur rapport surface-masse. Ce qui veut dire que par la même quantité d'eau, étant donné que j'ai plus de surface qui rentre en contact avec ma masse de gaz, j'en ai plus qui est absorbée, et elle reste plus longtemps en suspension dans l'air, donc plus longtemps en contact avec ma masse de gaz. Avec la courte application d'eau, on a un meilleur ratio contraction de gaz, génération de vapeur, que si j'arrosais à 200 gallons. Donc, juste là, vulgariser pour ceux qui écoutent, là, ce que tu es en train de dire, c'est que oui, lorsque je vais appliquer de l'eau, il va y avoir une expansion de la vapeur, mais la contraction des gaz, donc le volume de fumée, lui, il va se rapetisser de façon plus grande que l'expansion de vapeur. C'est un balancier. Il y en a un qui génère de la vapeur, puis l'autre qui contracte des gaz. Puis, si je le fais bien, notre contraction va être plus grande que l'expansion. Fait que je vais finir de vapeur, que l'expansion de vapeur. Donc, la fumée va se contracter au lieu de, comme on aurait instinctivement l'impression de dire, ben ça va prendre plus de volume, puis le plan neutre va me retomber dessus à ce moment-là. Je vais sentir la vapeur, puis ça va me chauffer dans les épaules. OK. Donc, ça, ce phénomène-là, on pourrait le retrouver, par exemple, si c'est mal appliqué, j'imagine. Mal appliqué, des températures très élevées vont faire un gas cooling moins efficace. OK. Puis aussi, après ça, c'est dire que c'est pas applicable dans toutes les situations parce qu'il y a tellement de facteurs qui sont à considérer dans le combat de l'incendie, plus que mettre du bleu sur le rouge. Ça peut être, des flow-paths qui sont différents. Si on avance avec un flow-path unidirectionnel, je suis dans la cheminée, bien, c'est sûr que l'angle que j'ai énoncé au début, avec le patron que j'ai énoncé au début, puis la courte application d'eau, bien, c'est possible que mon gas cooling à ce moment-là soit très peu efficace. Là, si je reviens juste en arrière, Ouais, là, là, à la base, là, non, c'est bon, mais Ouais. à la base, je veux que tu nous expliques comment ça se fait que j'amènerais mon atmosphère plus sécuritaire. C'est plus sécuritaire d'avancer. Je veux progresser vers mon foyer d'incendie puis rendre l'atmosphère sécuritaire. Comment ça fonctionne? Bon, au début, on a parlé de le patron, l'angle d'application d'eau, des courtes applications, une bruine qui reste en suspension. Mais maintenant, ce que ça va venir créer, c'est que ça va venir retarder l'apparition de phénomènes thermiques. Parce que, bien, au début, il y a l'inflammation, mes gaz chauds vont aller réchauffer mes surfaces. Puis ils vont redescendre parce qu'ils ont transmis leur chaleur, puis ils viennent s'établir un plan neutre. Puis là, de manière, quand il y a un plan neutre, ils commencent à avoir du thermal radiation feedback. Tu sais ce qu'on dit là. Ouais. Là, ça commence à redescendre vers nous, vers les pompiers, vers les meubles, vers le tapis, avec la radiation de la chaleur de l'incendie, l'énergie qui est dégagée. Mais ça va commencer à arriver si on ne fait rien. Parce qu'on dit non, progresse, je ne veux pas mettre d'eau, il fait chaud. Mais là, ce qu'on veut, c'est venir empêcher cette masse de gaz-là, un, de s'allumer, deux, de transmettre sa chaleur aux objets qui sont dans la pièce. Je vais venir sécuriser mon compartiment. Si on disait que dehors, là, c'est vert, je suis en pleine sécurité. Dans mon corridor, là, c'est jaune. Là, il y a des conditions qui sont propices, dans le fond, à blesser quelqu'un. Puis la pièce en feu, là, c'est rouge. Ça, c'est du danger. Égale la mort. Mais là, présentement, ce que je voudrais, c'est essayer de transformer ça en vert dans ma pièce. Je veux assurer de sécuriser mon compartiment. Comme si tu étais dans un jeu vidéo puis tu disais, là, ce que je veux, là, c'est y aller tableau par tableau. Je vais sécuriser mon premier tableau. Après ça, je vais aller dans l'autre. Je progresse de compartiment en compartiment. Le combat de l'incendie, c'est exactement ça.
c'est de progresser de compartiment sécuritaire en compartiment sécuritaire en venant contrôler mon environnement. Et que ce soit ma masse de gaz, ou que ce soit mes surfaces, ou les flammes, la masse de gaz, les objets qui pyrolysent. Je veux venir contrôler mon environnement en progressant à travers de celui-ci. Mais là, ce que tu nous décris, dans le fond, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle du penciling. Donc, du penciling, c'est, je prends mon jet cylindrique, donc mon jet droit, puis je vais appliquer au plafond. On parle de ça quand on a des conditions de flashover. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on est proche d'avoir un embrasement généralisé dans la pièce, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est application d'eau en jet cylindrique au plafond. C'est quoi la différence entre le jet cylindrique au plafond puis le jet diffusé dans la masse de gaz? Quand est-ce que je vais utiliser? C'est pas la même chose? C'est pas les mêmes... En fait, c'est pas vraiment la même chose parce que là, ce qu'on parle de penciling, mais là, on parle d'une technique de repli, d'aller faire des courtes applications d'eau ou des plus longues applications d'eau selon l'impact que ça va avoir dans mon environnement. L'autre, on parle d'une technique de progression pour venir contrôler l'environnement. Je veux pas mettre trop d'eau, je veux pas générer trop de vapeur pour me permettre de progresser. Tandis que le penciling, là, en courte application d'eau, si on veut venir, oui, contrôler l'environnement, mais dans le but de sortir. Puis, honnêtement, c'est que toutes les tactiques, si tu les regardes sur Internet, sur YouTube, tu ne seras jamais bon non plus. Moi, je pourrais vous dire, il y a du monde qui voudrait faire du gas cooling demain matin s'ils l'ont juste écouté dans un podcast, puis l'ont juste vu dans une vidéo, mais fais-en pas. Probablement que cette personne-là pourrait arriver à faire un résultat similaire, mais moins efficient, moins performant, parce que quand l'eau a touché ma surface, mais la chaleur latente de vaporisation, ça c'est un gros mot, là, ma gouttelette est moins longtemps en suspension dans la masse de gaz, donc elle est moins rentabilisée. Elle va moins absorber de chaleur que si, elle va absorber plus de chaleur, c'est longtemps dans ma masse de gaz, que si tout de suite je lui fais toucher une surface qui est extrêmement chaude, puis qu'à ce moment-là, elle va tout de suite vaporiser. Je vais avoir plus de vapeur avec un penciling qu'avec un gas cooling. Donc, tu ne veux pas que ta gouttelette, finalement, touche à la surface. Tu veux que ta gouttelette se transforme en vapeur dans la masse de gaz avant de toucher la surface. Exactement, mais par contre, si on parle d'attaque transitoire, c'est complètement l'inverse. Je voudrais avoir des grosses gouttelettes qui voyagent très loin, qui touchent ma surface à l'angle le plus prononcé possible pour venir se briser dans ma masse de gaz. Parce que je veux qu'elle aille toucher la surface et qu'elle se brise. Mais là, la différence, c'est que pourquoi on parle d'une technique de progression, c'est parce que je suis dans le même compartiment que l'endroit où je vais faire mon application d'eau. Okay. C'est pour ça qu'on parle d'une technique de progression vers le foyer de l'incendie. J'ai fait une application d'eau dans le même compartiment que l'endroit où je me trouve. Donc, le ratio génération de vapeur, contraction des gaz, est très important et est à considérer pour éviter cette espèce de mélanger la différente stratification thermique dans mon compartiment. Puis là, notre ressenti de vapeur serait notre ressenti de chaleur à cause de la vapeur serait beaucoup plus élevé. Oui, puis c'est pas pour dire que le gas cooling, c'est la chose qui absorbe le plus d'énergie. Sinon, on éteindrait tous nos feux avec 30 gallons minute. C'est celui qui a le meilleur ratio entre l'absorption de chaleur et la génération de vapeur. C'est celui qui va me permettre d'absorber le plus efficacement l'énergie. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça refroidit plus que du 500 gallons minute. Ça veut juste dire qu'il va avoir un meilleur ratio. À 500 gallons minute, j'absorbe énormément d'énergie. Chacun de mes gallons par minute est moins performant que le gallon en gaz cooling à cause de la manière qui est absorbée. Mais je vais générer énormément de vapeur. Ce qu'on veut, c'est progresser dans un compartiment sécuritaire en le contrôlant. Je ne suis pas en extinction. Tu es vraiment, donc si là, je résume, là, je rentre dans le corridor, je me dirige vers le foyer de l'incendie, ma pièce est dans le fond, à gauche ou à droite, je sais que mon feu est localisé là, j'ai un plan neutre avec une masse de gaz au-dessus de la tête, et là, en progressant vers le foyer d'incendie, c'est là que tu vas prendre ta lance, puis tu vas mettre, tu as dit un patron de combien? 30 à 45? Oui. OK, selon quoi la hauteur? Selon... Plus on va fermer notre patron, plus mon nuage mais les gouttelettes vont aller haut. Tout dépendant si je suis dans du commercial, du industriel ou du commercial, ou un vieux résidentiel ou un nouveau résidentiel. Okay. Là, je n'ai joué avec mon patron. Donc, l'angle du patron va être important. Puis tu disais aussi l'angle de la lance vers l'avant ou au-dessus de la tête. Parce que c'est-tu directement au-dessus de la tête que tu veux faire ça? Ou c'est je veux le faire en avant de moi. Je vais progresser dans la masse de gaz que j'ai sécurisée. Okay. Et plus mon flow serait rapide, plus je devrais peut-être envoyer mon application d'eau loin devant moi pour être en mesure de progresser. Si je la fais trop au-dessus de moi et que j'ai un flow très rapide,
ben, la portion de gaz que je vais avoir sécurisée va déjà derrière moi quand il va y avoir un impact dessus. Quand tu parles de flow, tu parles du mouvement conventionnel. Le mouvement conventionnel. La fumée qui va sortir vers la porte. Sans dire que je voulais dire un unidirectionnel ou un bidirectionnel. Je vais parler que si j'ai un déplacement rapide des gaz dans un mouvement conventionnel, mais plus je vais avoir un déplacement de mes gaz qui est rapide, mais plus je vais peut-être vouloir la mettre un petit peu plus loin devant moi parce que je vais avancer dans cette masse de gaz-là que j'ai sécurisée. Là, ce qui est intéressant, par exemple, quand on parle de gas cooling, c'est que on parle de beaucoup d'éléments. On commence avec les phénomènes thermiques. Il faut que tu comprennes la progression de l'incendie, l'évolution de l'incendie. Il faut que tu comprennes l'analyse de la fumée, comment est-ce qu'elle se fait. Il faut que tu comprennes ton mouvement convectionnel. Avant, tout ça doit être un peu maîtrisé avant d'avoir un gas cooling qui est efficace. Et là, tu me parles de patron puis de lance. Est-ce qu'on peut faire du gas cooling avec tous les types de lances ou il y a des lances qui sont plus performantes? Il y a des lances qui sont plus performantes parce qu'elles sont créées pour faire ça. Ils ont des spécificités techniques vraiment relatives à ça, de dire il y a même une option gas cooling dessus. La chambre est déjà pleine d'eau à la première application d'eau. Aussi petite soit-elle, il va déjà avoir de l'eau qui sort. Mais honnêtement, là, on l'a déjà dit avec Nicolas Beaulieu, la meilleure lance, c'est celle que tu connais. Okay. Donc je dirais, commencez pas à acheter des lances parce que demain, vous voulez faire du gas cooling. Il y a des lances qui sont meilleures que d'autres pour faire spécifiquement ça. Par contre, la meilleure lance va être celle qu'on maîtrise. Puis à différents regards, ils vont peut-être être plus ou moins performantes dans son ratio de gas cooling, dans son ratio d'efficacité pour le gas cooling, mais ils vont tous pouvoir en faire. Et là, ça, tu as dit tantôt, c'est pas nouveau comme concept. C'est quelque chose qui existe déjà en Europe. Ouais. Parle-nous un peu de ce qui se fait en Europe en termes de gas cooling. Comment ils travaillent, eux autres, avec les lances? Mais on parle déjà, après ça, on dit, mais en Europe, il y a juste des bâtiments en béton. Là, c'est une espèce d'idée préconçue des fois qu'on a, qui. Je suis pas le grand voyageur, Simon. Plus toi. non, mais effectivement, que les bâtiments sont souvent faits en béton, mais entre autres en Suède puis en Norvège, où ces techniques-là sont développées, le bois est utilisé beaucoup dans les structures de bâtiments. Donc, c'est pas uniquement du béton qu'on a comme structure de bâtiment. Ils utilisent beaucoup le bois ou les matériaux combustibles pour la construction. Donc, cette idée préconçue-là... C'est une idée préconçue qu'il y a seulement du béton. C'est vraiment des tactiques et vraiment là, des tactiques différentes qui sont employées par rapport au contrôle de la ventilation, par rapport aux techniques d'application d'eau, puis d'où ressort le gas cooling pour favoriser une progression sécuritaire. Par contre, il y a aussi des gens qui s'en font le défenseur, puis d'autres qui vont peut-être le tourner en ridicule. Parce qu'on a toujours le débat américain, technique américaine, versus le débat technique européen. Les techniques américaines, entre autres, on voit des fois souvent des vidéos sur YouTube, on parle de tactique, l'espèce de flow and move, Move and flow. Move and flow, le jet plein, il débite énormément d'eau et là, il arrose. 15-16 à 185 gallons minute, mur, plafond, mur, plancher, sans arrêt. Bon, ça, c'en est un gas cooling ou qu'est-ce que ça vient faire dans ce temps-là? Bon, mais à ce moment-là, eux autres, ils ont choisi de débiter plus d'eau en prenant un peu en considération le rapport contraction de gaz versus génération de vapeur. Les autres se sont dit, je m'en vais à la chasse au lapin. Si je le tue avec le plus gros calibre que j'ai, je suis sûr de jamais me faire mordre par le lapin. OK. C'est pas l'analogie que je fais d'habitude, mais là, bon, ça passe quand même. On est quand même filmé. Mais c'est qu'il y a eu avec Brass Task, ils font plein de belles capsules vidéo. Honnêtement, là, si vous voulez regarder ça, c'est super pertinent. C'est gratuit, c'est sur YouTube. Elkhart Brass, Artifact, Brass Task. Puis, quand vous regardez ça, il y a plein d'informations qui se retrouvent là. Ils sont allés faire un mini-documentaire au Royaume-Uni. Ils ont pris des pompiers d'un peu partout dans le monde. Il y a un pompier italien, il y a des pompiers australiens, il y a des pompiers américains. Puis, pendant des semaines, sur des sites de pratique incroyables, ils mettent à l'épreuve différentes tactiques et différentes méthodes d'application d'eau. Puis, au début, les Américains sont vraiment surpris. Wow, le gas cooling, finalement, je trouve que ça marche vraiment bien. Et les Européens, à leur tour, de dire finalement, le move and flow, je trouve ça vraiment bien aussi. Donc, c'est ça qu'on dit, ce n'est pas... ça dépend, j'imagine, de la situation ou quand est-ce que je vais utiliser un ou l'autre. À ce moment-là, l'idée, c'est de progresser et de rendre notre atmosphère plus sécuritaire. Sauf que, quand tu parles de move and flow, c'est que là, on utilise un énorme débit d'eau pour progresser, puis on se ramasse avec
beaucoup plus de... Ça peut être des dommages par l'eau, ça peut être une quantité d'eau limitée parce qu'on est en réseau et qu'on n'a pas nécessairement 3 camions pont-citernes ou avec des réservoirs haute capacité derrière nous. C'est de dire, j'ai un arsenal rempli que j'ai pratiqué, que je maîtrise, puis que je suis capable d'utiliser au bon moment selon la bonne situation, selon la compartimentation, parce que ces tactiques-là ont été changées par rapport au développement de l'incendie auquel on fait face, au type de matériaux utilisés, à la compartimentation de nos bâtiments, par rapport au type de bâtiment qu'on a avec les matériaux. Il y a plein de choses, parce que je parlais d'aménagement, je parle aussi directement de construction. Nos incendies ont changé. Mais ça demande d'avoir un arsenal plus varié. Puis ça demande une meilleure compréhension des méthodes, des tactiques qu'on va mettre en place. Donc, c'est pas dire que c'est toujours du gas cooling, parce que quand vous allez avoir progressé en gas cooling, puis vous allez arriver au compartiment de l'incendie, vous ouvrez la porte, puis derrière, là, c'est le boss de la fin. C'est juste de la flamme. C'est pas le temps de faire du gas cooling. Là, vous ouvrez un compartiment, il est 100% en feu. La porte était restée entrouverte, c'est pour ça qu'il y avait une accumulation de chaleur dans le corridor. Vous arrivez à la fin, passe toutes tes balles, là. C'est le boss de la fin. Là. Vas-y, tu sais, t'es plus en gas cooling. C'est ça que je constatais quand on allait enseigner sur la route. Puis des fois, on parlait de gas cooling. Quand on arrivait à la fin en mise en situation avec des scénarios, mais là, on entendais beaucoup, je fais une application d'eau à 30 à 45 degrés, 30 à 45. T'as courtes impulsions. Là, on dit non, c'est pas une courte impulsion. T'es rendu en extinction. T'es rendu, donc tu passes de la phase de progression d'incendie où tu veux sécuriser ton atmosphère parce que finalement, ultimement, ce que tu veux pas, c'est qu'il y ait un phénomène thermique qui se produise au-dessus de la tête. C'est de l'atmosphère qui est le plus dangereux pour des pompiers. C'est pas du feu. Parce que si j'ai un compartiment 100% en feu, je ne vais pas rentrer dedans. Ce qui est dangereux, là, c'est de la fumée chaude, c'est du combustible dans lequel je pourrais progresser en me disant je ne mettrai pas d'eau, je veux pas que ça allume. Je veux pas que ça allume, je veux garder ma visibilité. Puis là, je continue à progresser, je continue à progresser. Puis là, que ça soit parce que au fil de ma progression, ça s'est réchauffé puis il y a un phénomène thermique, ou il y a une ventilation, désirée ou non, qui survient. Puis là, survient un phénomène, mais je veux sécuriser mon compartiment. Là, il faut comprendre que les incendies d'aujourd'hui, il y a 5 aspects de l'incendie. OK. Ça, on en a parlé avec Nico déjà. Rappelle-nous les 5 aspects de l'incendie. L'affaire la plus dangereuse, qu'on disait, là, c'est la masse de gaz. Parce que elle, c'est dangereux pour les pompiers. Bien évidemment, il y a les flammes, la masse de gaz, les surfaces, les objets pyrolysés. Ça veut dire qu'ils sont impactés par la radiation. Là, tu vas vite, là. Recommence à la base. Tu m'as dit résumé. Non, mais je sais, mais t'as... À la base, le premier, c'est... Flamme, masse de gaz. Flamme? Ouais. OK. Donc, la flamme, c'est ce qui brûle. La masse de gaz, c'est... Le combustible, les fumées chaudes, ce qui s'est établi avec le plan neutre. Là. Je le vois, là, le spectacle, là, quand que je fais du combat de l'incendie, de compartiment en compartiment, ça se passe devant moi, ça se passe en haut. Okay. C'est là que je devrais regarder. Donc, le la masse de qui gaz. avance à 4 pattes, là, avec la vieille technique du train botte à botte, il manque le spectacle. C'est pas là que ça se passe. Donc, la masse de gaz et les flammes, c'est 2 aspects de l'incendie à considérer de manière très importante, parce que la flamme, ben, ça va encore plus réchauffer ma masse de gaz quand elle va y toucher. Ça peut même créer un autre phénomène thermique, que ce soit un flash fire ou un smoke explosion. Okay. On en a déjà parlé. Et là, le troisième, c'est... Les surfaces. Ça, sur quoi les Américains travaillent beaucoup. Le plafond et les murs. Ouais. OK. Quatrième. Les objets pyrolysés. Donc, ce qui est en train de... Ce qui se fait réchauffer, qui crée de nouvelles fumées, qui va venir continuer à entretenir, dans le fond, la génération de fumée de combustible dans ma pièce, puis qui, à son tour, va finir par brûler. Et le cinquième. Les objets qui sont non pyrolysés, ceux qui pourraient potentiellement le devenir, que ce soit le divan, le matelas, le fauteuil dans le coin, le tapis. Et là, ce que tu veux, dans le fond, c'est travailler sur les 5 aspects que tu viens de nommer avec ta lance. Tu veux pouvoir éteindre ces 5 aspects-là. Puis quand tu es en gas cooling, tu traites la masse de gaz. OK. C'est pour ça que c'est pas une technique d'extinction. On ne traite pas les 5 aspects de l'incendie en gas cooling. Ce qu'on veut, c'est éviter une génération de vapeur immédiate en touchant mes surfaces. C'est me concentrer sur, je veux gérer mon environnement. Je veux gérer ma masse de gaz qui est assez chaude pour pouvoir être refroidie par une application d'eau. Il y a un plan neutre qui s'est établi. Elle est foncée, elle est noire, elle est grise, elle peut être turbulente, elle peut être laminaire, mais assurément, il y a de la chaleur dedans. OK. Je fais une application d'eau, je vais toucher ma masse de gaz avec la plus fine gouttelette possible pour être en mesure d'avoir une meilleure contraction des gaz possible versus la génération de vapeur. Qu'est-ce qui arrive si je me trompe Ouais. et je mets trop d'eau dans cette atmosphère-là? Le ratio, le balancier qu'on parlait,
de contraction des gaz versus la génération de vapeur, il va être débalancé. Je vais avoir refroidi plus, assurément. Plus d'eau, plus d'absorption d'énergie. Par contre, plus de génération de vapeur. Donc, je vais ressentir plus de vapeur. Je vais avoir un inconfort à cause de la stratification thermique qui est mélangée. Après ça, mon plan 1 pourrait descendre parce que j'ai généré plus de vapeur. Fait que j'ai un plus grand inconfort, moins de visibilité, puis un plus grand ressenti sur moi. Au-delà de la visibilité, là, il y a le ressenti avec la stratification thermique qui est mélangée. Puis là, il y a un aspect qu'on n'a pas parlé encore, c'est les mouvements convectionnels à travers ça. J'imagine que quand tu progresses vers ton foyer d'incendie, tu aurais avantage à réduire le mouvement convectionnel. Parce que si tu as beaucoup de fumée qui te passe au-dessus de la tête, puis tout ce que tu réussis à refroidir s'en va tout le temps en arrière de toi, tu perds de l'efficacité finalement dans ta progression. Est-ce qu'on aurait avantage à réduire l'ouverture? Acheter des rideaux à fumée? Bien, acheter des rideaux de fumée, mettre un rideau de fumée ou refermer la porte en arrière de façon à un peu réduire le mouvement convectionnel. Quand il est sorti les grandes pensées de ça, en regardant ce qui se faisait déjà, on n'a pas parlé uniquement de contrôle de la ventilation, mais en fait d'antiventilation, mais de contrôle de la ventilation. On pourrait aussi bien parler de ventilation opérationnelle que de contrôle de la ventilation en disant je vais la limiter. Ce qu'on veut, c'est l'analyse de nos fumées et de nos flow-paths. Okay. Une analyse de la propagation. Puis si assurément, comme dans ton exemple, on progresse, on a un flow, un mouvement convectionnel très rapide vers nous, bien, assurément, je voulais contrôler l'ouverture derrière moi. Ça va me permettre de travailler dans un environnement beaucoup plus sécuritaire, de ralentir la propagation, d'avoir moins d'énergie dégagée. Un mouvement plus rapide, c'est un mouvement qui est plus chaud, qui dégage plus d'énergie. OK, je comprends. Fait que oui, je voudrais la fermer. Puis si j'avais en plus l'option de pouvoir la fermer avec un rideau à fumée, on peut penser qu'une ouverture horizontale ou verticale, mais si je suis venu juste craquer ma porte, oui, j'ai diminué. Par contre, c'est quand même pas aussi efficace que si j'avais une ouverture qui est horizontale avec un rideau à fumée par laquelle je rentre en dessous. C'est vraiment pas la même chose. OK. Donc, c'est là où l'avantage de combiner finalement les techniques de progression selon l'analyse qu'on en fait, de dire, bien, je vais réduire mon mouvement convectionnel. Quand je vais progresser, je vais donc avoir moins d'oxygène pour que le feu puisse se développer. Il y a moins de comburant qui s'en va au feu, mais le mouvement aussi de sortie des fluides, de la masse de gaz est moins rapide. C'est comme du débit dans une rivière, on pourrait dire. Tu réduis le débit, donc tu es capable de mieux contrôler finalement au fur et à mesure qu'on avance. Exactement. Et le fait d'avoir de la vapeur, parce que tantôt quand tu parles de vapeur, le fait d'avoir de la vapeur dans une atmosphère, à ce que je sache, la vapeur c'est inerte. Oui. Donc, tu vas venir un peu inerter ces fumées-là. Leur plage d'inflammabilité va en être impactée. Donc, il y a moins de chances que ces fumées-là allument. J'ai eu cette question-là parce que j'ai un ami qui regardait une vidéo de passage de porte français. Okay. Et il voyait les 2 premières applications d'eau avant de entrebâiller la porte puis faire une application d'eau dans le compartiment impliqué. Okay. Là, il me demandait pourquoi les 2 premières applications d'eau alors qu'il se trouve dans un environnement où il n'y avait pas de fumée. Mais c'était... Donc là, lui, ce que tu as envie de dire, c'est avant d'ouvrir la porte, il n'y a pas de fumée. parle d'entrée forcée, je voulais juste parler d'inertable. Non, mais c'est ça, c'est juste qu'on comprenne bien. Les Français, eux, étaient sur le bord d'ouvrir la porte, mais avant de l'ouvrir, ils ont fait de l'application d'eau dans l'atmosphère sans qu'il y ait de fumée. Après ça, ils ont progressé à l'intérieur. Après ça, ils ont ouvert la porte. Là, tu sais, je dis les Français. Non, mais en Europe. En Europe, mais oui, dans le fond, c'est une courte application d'eau. Une courte application d'eau à faible débit pour avoir une masse de gouttelettes en suspension, une bruine en suspension dans l'air pour que quand il va ouvrir sa porte, aussi petite soit l'ouverture, la masse de gaz qui va sortir, qui va rentrer en contact avec le nuage de gouttelettes, mais il va rentrer dans un environnement qui est moins propice à une inflammation. Je comprends. C'est là qu'on parle de venir inerter notre environnement. OK. Et là, tantôt on a parlé de l'Europe. Les pays, eux autres, en Europe, qu'est-ce qu'ils font exactement dans le fond? C'est qu'ils vont faire ça de façon systématique? Ils vont faire ça avec du gros débit, du petit débit? Comment ça fonctionne? Ils vont faire ça avec un petit débit. Par contre, tu sais, je suis pas un grand défenseur de dire qu'il faut absolument faire comme l'Europe. Moi, ce que je voudrais dire, c'est bâtissez le plus grand arsenal que vous avez, pratiquez le plus possible pour être en mesure de maîtriser chacune des techniques d'application d'eau. Après ça, faire face à n'importe quelle situation. Mais oui, en Europe, ils vont aller faire une application d'eau pour faire du gas cooling avec un faible débit, progressant chemin faisant vers l'incendie, puis arriver, dans le fond, au contact du compartiment
qui est la source de l'incendie, ben, ils vont aller modifier leur débit, ou soit, peu importe. Là, il y a un modèle très similaire à la GeForce qui est utilisé. Tu parles de la lance, la lance TFT GeForce là, qui est utilisée en France. OK. Puis, parce que je parle avec un bombier français, puis on compare nos équipements, c'est toujours intéressant. Là. Mais il y a un modèle très similaire, la TFT GeForce, qui est utilisée là-bas, puis qui utilise dans le fond un faible débit, puis un débit normal, comme on connaîtrait ici, avec un genre de 125 gallons US, pour aller finaliser l'extinction. Super. Ouais. Ben écoute, François, merci de ta visite avec nous autres. Je pense que tu as vraiment réussi à simplifier un sujet qui est quand même, somme toute, complexe, c'est-à-dire le gas cooling. Avant d'être capable de bien le maîtriser, le gas cooling, ce qu'on comprend, c'est technique de progression vers mon foyer d'incendie. Je veux éviter d'avoir des phénomènes thermiques qui vont se produire au-dessus de la tête. Je vais donc venir mettre une application d'eau pour réduire les chances finalement que les masses de fumée s'allument au-dessus de nous lorsque je vais progresser vers mon foyer d'incendie. Et ce que tu as dit, je pense, qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une technique de repli, c'est vraiment une technique de progression. Je ne suis pas dans une atmosphère où c'est sur le bord d'allumer, où j'ai une possibilité d'embrasement généralisé. C'est vraiment un aspect plus progressif finalement. Je m'en vais chercher le feu et en allant chercher le feu, ben, au lieu de dire avance, 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 puis il va faire de plus en plus chaud, c'est je mets de l'eau, j'augmente mon plan neutre, puis je rends mon atmosphère inerte. Contrôle de l'environnement. Chemin faisant à travers ça. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup, François, de ces précisions. J'imagine que si on a des questions, www.flashformation.com, vous pouvez toujours nous écrire. Vous pouvez également nous écrire sur Facebook. Et j'en profite aussi pour vous, chers auditeurs, si vous avez des suggestions de sujets à l'émission que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux via LinkedIn ou via Facebook ou également sur notre courriel info@flashformation.com. On est toujours très heureux de pouvoir avoir vos suggestions et de répondre à vos questions. Merci François. Simon, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.